Bon, bonjour aux premiers participants là, qui viennent d'arriver, je vois. Donc, bienvenue sur ce webinaire de WeNetwork autour du sujet des ERP. On a 1 heure en fait pour parler du sujet ERP ensemble et notamment bénéficier de tes conseils, Cédric, sur ouais, justement quels sont les points clés pour réussir son projet ERP, notamment quand on est une PME. Et on a pas mal de choses à se dire. Donc voilà, bienvenue à tous à ce webinaire. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de traiter ce sujet-là aujourd'hui? En fait, pour nous, chez WeNetwork, l'ERP, en fait, c'est vraiment le cœur de la digitalisation des entreprises. C'est vraiment une solution logicielle qui est au cœur de cette digitalisation. Et c'est pourquoi il nous a semblé important en fait de traiter ce sujet. Quand on accompagne en fait des industriels autour de leurs problématiques de performance industrielle et pour les accompagner vers l'industrie 4.0, souvent on commence par le sujet aussi de l'ERP. Donc voilà, c'est vraiment une solution sans laquelle on ne peut pas digitaliser ces processus. Et c'est pourquoi on a pensé que c'était important aujourd'hui de traiter ce sujet. En plus, on voit enfin, Cédric va nous en parler tout à l'heure, mais on voit qu'il y a beaucoup de mouvements en fait dans le marché des ERP. Il y a des nouveaux modules qui s'ouvrent, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, et parfois, pour les dirigeants, il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Et donc, on a aussi souhaité faire un point là-dessus. Voilà, donc on souhaite vraiment vous transmettre notre expérience d'accompagnement des projets ERP pour vous donner voilà, un premier niveau d'information sur ce sujet qui est clé. Je veux bien que tu passes à la suivante. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je souhaiterais prendre 1 minute pour présenter WeNetwork. Donc, WeNetwork, c'est le centre de ressources technologiques de l'électronique et de l'IoT. Donc, on est labellisé CRT. Pour nous, c'est très important ce label puisqu'il est transmis, il nous est donné par le ministère de la Recherche. Et pour nous, c'est vraiment une garantie de notre neutralité par rapport aux conseils qu'on va pouvoir donner sur les solutions technologiques. Donc, nous, notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les dirigeants vers la transformation digitale parce qu'on pense que c'est l'avenir de l'industrie, mais on le fait en tant que tiers de confiance et voilà, sans parti pris technologique ou vis-à-vis d'acteurs. Donc, et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, pour nous, la transformation digitale, c'est vraiment une opportunité pour les dirigeants et cette opportunité, elle peut se traduire à travers deux moyens. Le développement d'objets connectés ou de systèmes intelligents pour capter plus de valeur et sur lequel on va intervenir, mais également se diriger vers l'usine connectée ou développer son unité de production et l'amener vers l'industrie 4.0. Donc, c'est vraiment les deux axes sur lesquels on va travailler. On va accompagner nos clients et on le fait. Et cette mission, en fait, on la remplit via 4 pôles. Donc, notre pôle expertise conseil, où justement, on a des experts qui vont venir accompagner, qui vont proposer des prestations de consulting sur ces 2 sujets, donc développement de systèmes intelligents ou développement de projets Industrie 4.0. Experiment, qui est en fait notre ligne de fabrication de cartes électroniques, puisqu'en fait on propose aux entreprises qu'on accompagne de développer leur POC avec nous et d'aller jusqu'à même la production de pré-série, donc sur notre ligne de fabrication de cartes électroniques. Évidemment, on ne garde pas toute notre connaissance pour nous, on la transmet aussi à travers notre pôle formation, puisqu'on est centre de formation labellisé Calliope. Et pour finir, donc la R&D, qui est aussi un axe important de notre activité, de notre intervention. Notre mission est aussi en fait d'impulser et de piloter des groupes de travail collaboratifs entre des industriels, des laboratoires de recherche et d'autres institutionnels pour finalement aider l'industrie française
à gagner en productivité, à gagner en compétitivité. Donc, en fait, on rassemble des industriels autour de problématiques communes, de verrous technologiques qu'on va essayer de lever. Qu'on va essayer de lever. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'en dis pas plus sur WeNetwork. On va rentrer dans le vif du sujet. Je te laisse passer la slide, Cédric, s'il te plaît. Donc voilà, Cédric nous accompagne aujourd'hui pour parler de ce sujet des ERP, car voilà, c'est notre expert en ERP et transformation digitale. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur ton parcours, Cédric? Très rapidement, donc mon expertise a été réalisée principalement en région Pays de la Loire et Bretagne, sur plus de 100 entreprises industrielles, donc quasiment exclusivement des entreprises qui transforment de la matière, qui fabriquent des produits. Donc voilà, ça fait 17 ans que je conseille les PME de la région sur des projets de transformation du système d'information. Super, merci. Merci Fleur pour ton introduction. Écoutez, bonjour à tous. Donc on est ensemble pour une petite heure pour aborder le sujet vaste des ERP. Donc on a été obligé de faire forcément des choix et on va focuser principalement sur des facteurs clés de succès qui nous paraissent importants pour réussir son projet ERP. Donc ces deux FCS, facteurs clés de succès, que sont une bonne équipe projet et une bonne méthodologie de projet. Avant de commencer, je vais quand même faire quelques petits rappels et vous dresser un petit état du marché actuel des ERP, histoire qu'on parte vraiment tous sur les mêmes bases. Alors, dans cette première partie, on va donc voir un petit peu voilà, un ERP, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Je vais repartir de la définition donc très rapidement de Wikipédia. Donc, ERP, Enterprise Resource Planning, donc c'est un acronyme anglais, planification des ressources de l'entreprise, et traduit en français par logiciel de gestion intégrée. Ce type de logiciel correspond pour une organisation au support de la base capable d'assurer une gestion intégrée, définie comme étant l'interconnexion et l'intégration de l'ensemble des fonctions de l'entreprise dans un système informatique centralisé. On respire un bon coup. Donc, une définition qui en fait nous explique tout simplement que l'acronyme français PGI, logiciel de gestion intégrée, est intéressant sur la notion d'intégré, mais la fonction cœur, c'est quand même la planification des ressources de l'entreprise. C'est pour ça que le terme anglais est beaucoup plus utilisé. De mon côté, j'ai une autre définition à vous proposer de l'ERP. Pour moi, l'ERP, c'est une suite d'événements avec une quantité et une durée, et puis éventuellement des coûts qu'on vient ajouter à ça. Pourquoi une suite d'événements? Parce que toutes les entreprises ont ce point commun. Des entreprises achètent de la matière première, elles vendent à leurs clients, elles planifient, elles stockent, elles produisent. Donc tous ces verbes font que finalement un ERP, c'est une grosse base de données qui permet de stocker tous ces verbes à des dates, j'insiste sur les dates, et à des quantités données. En fait, après, on a un habillage fonctionnel qui fait aussi la différence. Mais le cœur, c'est vraiment de pouvoir stocker toutes les actions qui se passent dans l'entreprise. Donc, sur ce slide, vous allez découvrir, je dirais, les différents modules qui composent un ERP. C'est très large, c'est de plus en plus large. Je dirais que chaque année, chaque nouvelle version ou chaque nouvel éditeur nous apporte son lot de nouveautés. On va retrouver des grands classiques comme la gestion commerciale, donc du devis jusqu'à la facture, la gestion des achats qui sont le miroir de la gestion commerciale, mais du côté des achats, la CRM qu'on appelle GRC en français, qui est la relation client, qui va gérer toute la base tiers, donc client-fournisseur. On va retrouver après le module de gestion de production, qui va gérer les données techniques, gamme, nomenclature, PIC, PDP et tout le système MRP2, le DDMRP aussi. La gestion des stocks qui va être le module central entre les ventes, les achats et les mouvements logistiques. Après, on a des modules qui peuvent être optionnels, gestion de la qualité, tout ce qui va être BI, tableau de bord, la GMAO, gestion de la maintenance, et on va retrouver la gestion comptable et financière qui est aussi un module cœur de l'ERP. Alors, tous ces modules peuvent être intégrés, comme on l'a entendu dans la définition de PGI, ou
être dans des outils tiers avec des interfaces. Donc, c'est un petit peu les deux modes qu'on va retrouver aujourd'hui et c'est des questions que les industriels doivent se poser. Est-ce que les modules intégrés me suffisent ou est-ce qu'il me faut un module spécialisé? Je vais juste prendre un exemple très rapide. Par exemple, en gestion des stocks, si vous produisez et en plus vous êtes un logisticien, que vous avez votre flotte de camions et que vous avez un entrepôt assez important avec de nombreux flux, peut-être qu'une gestion de stock intégrée ne va pas vous suffire, qu'il vous faudra un WMS en plus de l'ERP. Alors, le marché aujourd'hui des acteurs de l'ERP, pour bien comprendre, ça c'est vrai que c'est souvent pas très bien compris des clients, des utilisateurs des ERP, c'est qu'on va avoir déjà deux grandes familles entre les éditeurs et les intégrateurs. Donc, l'éditeur, qui il est celui qui va écrire le code, hein, le programme de l'ERP. Donc, dans un modèle direct, c'est l'éditeur, celui qui fabrique donc l'ERP, qui commercialise lui-même auprès des clients, qui le paramètre, qui l'intègre, qui forme ses clients. L'autre modèle qui existe, c'est donc un modèle indirect, où l'éditeur a décidé, pour tout ou partie de son activité, de se concentrer uniquement sur le développement de l'applicatif et de laisser la partie intégration, c'est-à-dire le paramétrage, le développement des spécifiques et l'information, à d'autres sociétés tiers qu'il a référencées. Donc, par exemple, si je peux prendre un exemple d'un ERP connu comme X3, vous avez des éditeurs qui peuvent, vous savez, l'éditeur c'est Sage par exemple, et vous avez un modèle indirect avec des intégrateurs qui vont intégrer chez les clients. Le troisième modèle, c'est le développement de logiciels sur mesure, d'ERP sur mesure. Donc là, on travaille plutôt avec des sociétés de services qu'on appelait des SS2I. Là, l'idée, c'est de dire il n'y a aucun outil, aucun ERP du marché qui correspond à mon besoin, je veux le faire développer. Je vais être honnête avec vous, ce modèle n'est pas beaucoup utilisé, c'est peut-être 1 ou 2% du marché. Parce que comme je vous l'ai dit, toute entreprise fabrique, vend, achète, on a tous les mêmes verbes, on utilise tous les mêmes actions. Donc pour dire qu'il n'y a aucun ERP du marché qui corresponde à son besoin, c'est qu'on s'est attardé peut-être sur des petits détails. Mais bon, ça existe, c'est possible, mais il faut savoir que développer un ERP from scratch, ça peut représenter 4 ans de développement. Donc voilà. Et enfin, la dernière rubrique, ce sont les intégrateurs open source, les logiciels libres. Donc il existe des logiciels libres sur le marché. Le plus connu actuellement, c'est Odoo. Donc là, c'est une communauté en fait qui maintient et qui développe l'ERP avec des fois des sociétés qui sont derrière, qui sont actives. Et une société de services en logiciel libre peut vous proposer d'intégrer ces codes sources et le paramétrer, sachant qu'il n'y a du coup pas de licence. On est sur un modèle de libre utilisation. Alors, libre ne veut pas dire gratuit, je rappelle. Donc, il va peut-être y avoir un peu plus de paramétrage à faire, parce qu'on parle vraiment d'un noyau générique, mais en tout cas, il n'y a pas de coût de licence. Mais finalement, parmi tous ces modèles, est-ce qu'on a le choix justement quand on démarre un projet ERP, est-ce qu'on a le choix en fait de choisir le modèle qui nous convient le mieux? Alors, on peut avoir un intérêt de dire, moi, je veux travailler qu'avec un éditeur en direct. J'ai des clients qui disent, voilà, moi, je veux vraiment travailler avec l'éditeur pour être au plus près de ceux qui développent et puis pour demander des spécifiques. Voilà, ça pourrait arriver. Mais je dirais que à mon avis, c'est d'abord le choix du logiciel qui doit primer. Une fois qu'on a trouvé le bon logiciel, quelque part, on va accepter le modèle de l'éditeur. S'il préfère travailler en indirect, eh ben, on travaillera avec un intégrateur. Il y a aussi un choix à faire avec un choix d'intégrateur à faire éventuellement. C'est une des forces d'ailleurs du modèle, on va dire, éditeur-intégrateur, c'est de dire si ça ne se passe pas bien avec mon intégrateur, je peux changer sans changer de ERP. Je change juste la société qui intègre le logiciel. Très bien. Alors, au-delà de ces 4 modèles, on va dire, économiques, on a, selon moi, 2 grandes familles d'ERP. On a des ERP qui vont se dire, alors je parle toujours des ERP pour les industriels, hein, bien sûr, parce qu'après, dans les services, il y a aussi pas mal de choses, mais on a les ERP généralistes, donc industriels généralistes, et les ERP qui sont dédiés
à un métier particulier. Je vais prendre un exemple. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure du logiciel Sage X3, X3 est un ERP généraliste. Par contre, vous avez des intégrateurs qui ont développé des spécifiques dédiés à un métier. Donc, vous avez par exemple des intégrateurs qui ont développé un vertical aéronautique. Donc, la question finalement qui va se poser, c'est en tant qu'industriel, est-ce que je dois regarder un ERP généraliste ou plutôt un ERP dédié à mon métier? La question est importante et là, il n'y a pas de bonne réponse à mon avis. Il va falloir peut-être regarder les deux. Un ERP généraliste, il va falloir le paramétrer peut-être davantage sur le vocabulaire, sur les unités, sur les processus. Mais si vous changez de métier un jour ou si vous avez des parts d'activité qui sortent du métier, c'est peut-être plus simple. Le vertical métier, généralement, va coûter un peu plus cher à l'achat parce qu'il y a souvent plusieurs niveaux de licences si on paye en plus des licences sur le vertical, mais il y aura peut-être moins de paramétrage à faire. Par contre, il ne faut pas changer de métier assez rapidement parce que une fois que vous êtes dans un vertical, il est plus difficile d'en sortir. Donc, on a ce choix-là. Par exemple, dans l'électronique, c'est une grande question parce qu'il y a beaucoup de spécificités chez les clients électroniques, notamment les EMS. On gère des composants qui sont tout petits, qui coûtent des centièmes d'euros ou des millièmes d'euros. Donc, on a besoin de beaucoup de chiffres après la virgule. Il y a vraiment beaucoup de spécificités, notamment en gestion de stock aussi. Est-ce qu'on vient paramétrer un ERP généraliste ou s'adosser à un ERP qui aurait vraiment des fonctions dédiées aux électroniciens? C'est une bonne question et j'ai pas envie de la trancher aujourd'hui. Ça doit rester ouvert et il faut, je pense, étudier toutes les solutions. L'important, c'est de bien définir son besoin, si je comprends bien. Voilà. Ouais. Et il y a que des cas particuliers, donc il faut vraiment étudier chaque cas un par un. Alors, qu'est-ce qu'il se passe en 2022? Où est-ce qu'on en est sur le marché des ERP? Eh bien, le marché des ERP n'est pas un marché fermé. Il bouge encore beaucoup. Il y a encore de nombreux rachats. Les gros rachètent les gros rachètent les petits se rachètent entre eux. On a aussi des nouveaux acteurs et ça, c'était assez étonnant parce que même pendant la crise sanitaire, on a eu des startups qui ont sorti des nouveaux produits. Donc, il y en a vraiment des nouveaux acteurs qui émergent en permanence. Et ce qui rend bien sûr la veille complexe. Et une entreprise qui a un projet ERP aura forcément un peu de mal à comprendre qui sont les acteurs, est-ce qu'ils sont nouveaux, anciens, quelles sont les technologies qui sont dedans, est-ce qu'elles sont obsolètes, est-ce qu'elles sont nouvelles. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de s'appuyer sur des gens qui font de la veille, hein. Ça me paraît important. Les acteurs qui émergent, en tout cas, vont développer leurs produits sur des technos évidemment beaucoup plus récentes. On va parler de full web, de cloud, évidemment, on va être en full SaaS. On va avoir un petit peu à la mode Google des moteurs de recherche avec intelligence artificielle intégrée, hein, donc une seule barre de recherche pour rechercher un peu n'importe quoi dans l'ERP, que ce soit des codes articles, des documents, des factures, etc. La recherche full text, c'est ce qui permet vraiment de rechercher, y compris dans les documents, donc dans les documents PDF, pour peu qu'il y ait eu de l'OCR si c'est des documents scannés. On a aussi des nouveautés du côté du no-code, c'est-à-dire des startups qui développent des ERP, qui proposent du coup à leurs clients de développer eux-mêmes leurs interfaces, leurs IHM, à partir d'interfaces no-code, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas de compétences de développeurs ou d'informaticiens, juste de connaître bien ces flux d'entreprise. Ça, c'est assez nouveau. Et puis, côté base de données, côté stockage, on est en train de quitter la fameuse base de données SQL pour des technologies qui s'approchent et qui s'apparentent plus du big data, où on va stocker plutôt des flux de messages sous des formes de graphes. Bon, c'est un peu technique, mais plus forcément de la base de données relationnelle comme on a pu faire, ce qui apporte des nouveautés, notamment dans la recherche d'informations. Voilà. Et puis, un dernier point, je dirais, sur cette année 2022, sur la question de cybersécurité, où c'est vrai que le marché avait une tendance à se cloudiser fortement et continue à se cloudiser fortement.
Mais des questions que je n'avais pu jusqu'à cette année reviennent quand on commence à parler d'hébergement extérieur. Et vous n'êtes pas sans savoir que voilà, le contexte international oblige les industriels à se poser ces questions. Où vont être hébergées mes données? On me dit que c'est en Europe, mais c'est où en Europe? Donc des questions qui semblaient évidentes, qu'il fallait tout externaliser. On est en train de se reposer la question, c'est finalement, est-ce que les données ne seraient pas plus sécurisées chez moi que quelque part en Europe de l'Est? Donc c'est des bonnes questions. De toute façon, il y a des métiers aujourd'hui qui refusent l'externalisation. Dès lors qu'on va parler défense, qu'on va parler aéronautique ou des choses comme ça, il y a des milieux Santé, qui… peut-être? Santé, c'est un peu différent parce qu'ils ont besoin d'avoir des hébergeurs agréés données de santé. Et Oui, donc, s'ils n'ont pas leur propre data center, ils vont être obligés de s'appuyer quand même sur des spécialistes. d'accord. Voilà. Alors, chers industriels, pourquoi adopter un ERP? Quelles sont les motivations? Alors, ici, c'est le résultat d'un sondage, donc vous avez sans doute vos propres raisons. Il y a des questions, évidemment, pour organiser, des réponses pour structurer, organiser les processus d'entreprise, hein. Il y en a qui vont nous parler productivité, et notamment éviter tout ce qui va être ressaisie, double saisie, triple saisie, quadruple saisie. On me parle des fois de ROI, là ça commence à être un petit peu compliqué. Le ROI d'un ERP, aujourd'hui je n'ai pas la formule. Par contre, sur des fonctions assez précises, voilà, on sait calculer les gains en ETP. Si du travail que fait aujourd'hui un assistant, une assistante devient digitalisé, automatisé, on sait évaluer en ETP combien on a gagné. Il y en a qui adoptent le RP pour ne pas perdre de retard avec la concurrence, pour développer leur business. OK. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de plus en plus de problématiques industrie 4.0 parce qu'on veut mettre en place une solution qui va être capable demain de s'interfacer avec des nouveaux outils, s'interfacer avec par exemple un MES, avec donc des outils qui se connectent à la production, à des capteurs pour avoir de la donnée, temps réel, prendre des décisions. Mais selon moi et selon le sondage surtout, la première vraie raison des industriels à adopter ou à renouveler leur ERP, c'est qu'on veut connaître son entreprise. On veut la connaître en termes de mesures, être capable de mesurer son activité pour derrière pouvoir prendre des bonnes décisions. Avant de passer au chapitre suivant, je vous ai listé ici les principaux risques d'un projet ERP. Donc, je vais passer très rapidement sur ces trois risques-là, les risques technologiques, organisationnels et sur les données d'entreprise, qui sont, on va dire, des choses assez basiques, assez évidentes. Donc, les techniques, les technos obsolètes, évidemment. Donc, le risque, ce serait de partir sur des technos qui sont déjà has-been, organisationnels. On en reparlera beaucoup plus dans le deuxième chapitre, notamment sur le rôle du chef de projet qui n'est pas là, ou l'absence d'organisation et de processus structurés. Sur les données, bon, ce que je dis généralement, c'est qu'il faut mieux avoir des données partiellement justes que précisément fausses. Donc, il faut se poser vraiment les bonnes questions sur la pertinence et la finesse de la mesure et de la saisie de données. On va parler aussi PRA, PCA, donc plan de reprise d'activité, plan de continuité, parce que finalement, toutes les données, ça va constituer un cœur dont vous allez devenir dépendant. Donc, que se passe-t-il quand il y a une coupure de courant, par exemple? Que se passe-t-il quand il y a un crash serveur? Il faut absolument être capable de redémarrer dans un temps réduit. Mais pour moi, les deux risques principaux sont les risques financiers et humains. Donc, sur les risques financiers, on a des projets qui coûtent de plus en plus cher, qui ont un ticket d'entrée assez élevé, avec un ROI, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est assez intangible, donc qui est assez difficile à calculer. Cela dit, moi j'ai vu des chefs d'entreprise, y compris dans l'industrie, qui m'ont dit le RP, c'est ma première machine de production, ça coûte aussi cher. Mais aujourd'hui, quand je livre mon client qui fabrique des avions, il n'attend pas que des pièces, il attend des pièces et des informations et des certificats matières et un niveau de qualité, etc. Et ça, c'est le RP qui me le donne. Donc aujourd'hui, il y a des métiers où on ne peut plus se passer de RP et c'est un vrai investissement dans l'entreprise. Sur le côté humain, il y a énormément de choses à dire. On va toucher des choses
des éléments un peu plus psychologiques, comme la résistance au changement. J'ai vu des entreprises, par exemple, alors, résistance au changement collectif ou individuel, mais sur le collectif, j'ai vu des entreprises, enfin des salariés se mettre en grève parce qu'on leur a imposé des nouveaux outils de flashage des OF et de contrôle des temps en atelier, donc issus de l'ERP. On a la problématique aussi de refus de partager l'information entre services, des gens qui commencent à dire non, ces données-là sont à moi. Dès lors que les données partent, on a l'impression qu'on perd un bras, qu'on perd un membre. Donc, c'est des choses qui sont les risques humains. Pour moi, il faut les repérer. Par contre, les solutions sont loin d'être évidentes. J'en profite pour te poser une question qui vient d'émerger dans le chat de Jean-François qui me pose la question: quelles sont les orientations technologiques pour gérer les connexions ERP vers le monde extérieur? Entre parenthèses, donc fichier à plat, accès SQL, API. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Donc là, on est sur la rubrique un peu technologique, sur la deuxième ligne, non interopérable avec le SI existant. Alors, en effet, choisir un ERP qui ne serait pas ouvert sur l'extérieur, ça serait d'emblée un risque, une erreur, oui. Les solutions historiques, ça va être le fichier à plat, évidemment, c'est-à-dire un mécanisme manuel d'export et d'import dans un autre logiciel. On va avoir les API, notamment aujourd'hui, et les web services qui sont standardisés. Il y a des protocoles qui existent et qui vont permettre à l'un ou l'autre des éditeurs, quand on doit interfacer deux logiciels, de créer des interfaces complètes ou des demi-interfaces en causant déjà de la même technologie. Voilà. Sur les conflits générationnels, c'est pareil, ça c'est des sujets qui sont assez complexes. On va avoir notamment dans des entreprises des personnes qui sont ce que j'appelle les ERP humains, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ERP dans l'entreprise, mais il y avait des personnes qui savaient tout, parce qu'elles avaient 20 ans d'entreprise et qu'elles connaissaient tous les dossiers, tous les clients, et on allait les voir pour leur demander est-ce que tu te rappelles ce qu'on avait vendu sur tel dossier en telle année. Elles ont accès à tous les dossiers papier, donc voilà, c'était des mines d'informations. Et dès lors où arrive un ERP, et ben, en fait, on a la même information dans un outil, et c'est plutôt peut-être souvent des jeunes personnes qui vont avoir été formées plus facilement, qui vont avoir pris l'outil en main plus facilement, qui vont devenir les nouveaux référents parce que c'est eux qui sauront faire les requêtes dans l'outil pour aller chercher les informations. Donc là, ce que je vous dis, bah, on peut l'identifier facilement. Par contre, les solutions ne sont pas évidentes. Et là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des spécialistes en conduite du changement. Un dernier slide très rapide pour vous parler justement de ce qu'induisent ces risques, donc des dépassements de coûts et de délais. Contrairement à ce qu'on entend, c'est vrai qu'on entend souvent parler des problèmes. Quand on regarde les statistiques, on se rend compte quand même qu'il y a au moins 3/4 des projets qui se passent plutôt bien. Reste des dossiers qui vont être en dépassement de 26 à plus de 26% et au-dessus. Donc là, en effet, on peut considérer que c'est un début d'échec, d'avoir un quart de budget en plus. Moi, je conseille souvent quand même aux industriels, même si ça se passe bien, de toujours provisionner comme 10% de budget en plus. Parce que voilà, un cahier des charges ne peut jamais être complet et qu'on a forcément oublié des choses. Mais voilà, l'idée de ce slide, c'est de dire qu'on entend surtout ceux qui ont des problèmes, mais il y en a quand même 75-80%, peut-être même plus, chez qui ça se passe quand même bien. Voilà. Ouf, on est rassuré. Voilà. Alors justement, pour pallier à ces petits 20% de problèmes, on va aborder donc deux facteurs clés de succès. Donc le premier, c'est l'équipe projet. Donc je vous l'ai dit, ça ne fonctionne pas toujours, les projets ERP. On a des chefs de projet disponibles, des décisions qui ne sont jamais prises, où le chef de projet se sent un peu tout seul et personne n'avance avec lui. Les résistances au changement que je vous ai présentées juste avant. On se rend bien compte que les ressources humaines vont jouer un rôle prépondérant. Donc, je vous propose de nous attarder sur cette fameuse équipe projet idéale qui doit être construite dès le début, pas seulement quand on a signé avec l'éditeur, mais bien avant. Dès la construction du cahier des charges.
Donc, je vais vous détailler ces quatre profils, le chef de projet, le directeur de projet, le key user et le référent technique. Le chef de projet, c'est celui qui va conduire la voiture. Ce que je dis souvent, quand on me demande quelle personne dans l'entreprise pourrait être le chef de projet, cherchez pas le plus technique, mais cherchez plutôt le meilleur communicant. Comme je vous l'ai dit, les projets ERP, c'est des projets aussi essentiellement humains. Donc, il faut prendre des personnes qui soient à même d'évangéliser et de convaincre leurs collègues. Prenez aussi un profil qui a une vision transversale. Donc, pas un spécialiste dans sa technique, mais quelqu'un qui a un poste transversal. Donc, j'entends par exemple, ça peut être le responsable qualité qui connaît bien tous les processus de l'entreprise, le responsable financier qui normalement a aussi une vision globale, le responsable informatique. Voilà, ça va être les trois profils qu'on va retrouver le plus souvent comme chef de projet. Idéalement, c'est quelqu'un d'expérience, c'est-à-dire expérience dans l'entreprise. Ce n'est pas celui qui vient d'arriver dans l'entreprise, mais celui qui a déjà quelques années, qui connaît bien les rouages et le fonctionnement de l'entreprise. Et enfin, il a autorité pour prendre des décisions, ça j'en reparlerai parce que c'est hyper important. Il faut que la direction lui ait donné aussi le moyen de prendre les décisions. Dans les gros projets, on peut lui adjoindre un deuxième chef de projet ou un sous-chef ou co-chef de projet. Dès lors où, je ne sais pas, l'entreprise est plus grosse que peut-être 70 salariés, il peut être de bon ton d'avoir deux chefs de projet qui peuvent se relayer ou se séparer les tâches. Le directeur de projet, je l'ai mis à la place du passager. Il a le rôle aussi de GPS, hein, donc il va pointer du doigt, il va dire là où il veut aller. C'est pas lui qui conduit, on est d'accord, c'est le chef de projet, mais il va être là pour trancher. Évidemment, les différents services vont avoir leur propre voix au chapitre, et des fois, le chef de projet va avoir un petit peu du mal à décider pour l'un ou pour l'autre. Donc, il est essentiel d'avoir un directeur de projet à qui reporte le chef de projet, qui va être à même de dire à un moment donné, de taper sur la table et dire bon, on tranche, on prend telle route, on prend telle direction, et c'est pas le chef de projet qui avait forcément toute l'autorité pour prendre ces décisions. Il a aussi des questions techniques à résoudre, notamment liées à la stratégie de l'entreprise sur l'hébergement des données, ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on héberge en interne? Est-ce qu'on héberge en externe? Est-ce qu'on loue les licences? Est-ce qu'on achète les licences? Donc, ça, c'est des questions qui reviennent au directeur de projet. Et il doit être convaincu, c'est un porteur d'optimisme. Si lui-même n'est pas convaincu du projet, le projet n'ira pas très loin ou n'ira pas très vite. Et en termes de profil dans l'entreprise, du coup, par exemple… Là, on est sur la direction générale, direction générale dans les PME, ou quelqu'un du CODIR, mais quelqu'un de proche de la direction ou la direction elle-même. Il va falloir aussi, je pense que ce que je vous ai mis en petit warning, libérer du temps au chef de projet et à l'équipe projet, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait conscience que les chefs de projet ne pourront pas faire leur travail habituel s'ils gèrent le projet ERP. Et donc, ça peut passer éventuellement par une révision du contrat de travail. Derrière ces deux personnes-là, on a les key users. Donc, les key users, ce sont aussi des gens qui sont convaincus, qui sont aussi des communicants. Chaque key user représente un ou plusieurs services. C'est vrai qu'on a souvent plusieurs casquettes dans les PME. Donc, ce qui peut porter l'équipe projet, finalement, on va déjà être à 2, 3, 4, 5 personnes. Ils vont être sous la responsabilité du chef de projet et ils vont être référents pour les processus. Donc, on va avoir un key user qui représente les achats, un key user qui représente les ventes, la production, la logistique, etc., la qualité. Idem que pour le chef de projet, il va falloir les détacher de leur quotidien dans une moindre mesure. Je vous donnerai tout à l'heure quelques ordres de grandeur, mais il est important que ce rôle soit reconnu puisqu'ils vont être l'interface entre tous les salariés du service et puis le chef de projet. Enfin, le quatrième profil, c'est le référent technique, donc celui qu'on appelle l'informaticien de l'entreprise, quand il y en a un. Quand il n'y a pas d'informaticien, ça va être le référent informatique, c'est-à-dire celui qui est en lien avec le prestataire informatique. Là, on va parler purement technique, on va parler base de données, infrastructure, serveur,
voilà, tout ce qui va être investissement matériel. Et la grande part, ça va être de définir les processus de sauvegarde et les PRA et PCA dont je vous ai parlé tout à l'heure pour la continuité de service en cas de coupure de courant, par exemple, ou coupure de service en général. Et là-dessus, tu conseilles que ce soit vraiment quelqu'un interne à l'entreprise ou est-ce que ça peut être un acteur Là, externe, un prestataire externe? ça pourrait être un prestataire externe, oui, oui, tout à fait. Mais même si c'est un prestataire externe, il y a un référent dans l'entreprise qui est en contact. Si D'accord. l'entreprise est bien structurée sur ses processus informatiques, il y a un référent informatique, même s'il n'y connaît rien à l'informatique. Quelqu'un qui suit les bugs, qui remonte les problèmes aux prestataires, qui fait les achats de PC, etc. Donc, il y a forcément quelqu'un dans l'entreprise. Alors, quelle charge de travail? Ça, c'est une question que j'ai très souvent. C'est difficile à dire puisque c'est en dents de scie. Un projet ERP, la charge n'est pas linéaire dans le temps, elle fluctue beaucoup. Donc, j'ai estimé en moyenne que pour un chef de projet, ça va être 50 à 100% de son temps sur le projet ERP. C'est-à-dire qu'il y aura des phases où il va être pris 5 jours sur 5, et puis il y a des moments où ça va être 40-50%, c'est-à-dire 2 jours par semaine. Donc voilà, et donc il y aura des temps forts. Les temps forts, c'est quoi? C'est quand on va être dans la reprise des données, quand on va être au moment du démarrage, par exemple. Et après, pendant les périodes d'analyse, c'est peut-être que voilà, 2 jours par semaine. Les key users, on va être un petit peu moins. On va être peut-être sur une journée par semaine, à minima, jusqu'à 3 jours par semaine. Pour les moments où on va discuter de leur service et de leur processus. J'ai donné, il y a une petite formule intéressante en bas. On est capable aujourd'hui de prédire l'effort global selon une simple formule. C'est-à-dire qu'une fois que le prestataire vous a rendu un devis avec son engagement en termes de jours, que lui, il prévoit pour lui, par exemple, on va dire qu'il prévoit pour lui 40 jours, c'est ce que j'ai mis en exemple ici, eh bien, 40 jours prestataires, vous multipliez par 3 et vous avez la charge en ETP à lisser en interne, donc 120 jours. Pourquoi x3? Parce que j'estime que pour une journée de prestataire, il va falloir préparer la venue du prestataire. Donc, il peut y avoir des réflexions à mener en amont. Le jour où il est là, il faut être avec lui, donc ça fait une deuxième journée. Et puis, quand le prestataire part, il vous donne des devoirs à faire. Donc, il y a encore une journée derrière. Donc, c'est une manière assez simple d'estimer un petit peu la charge interne qui va être répartie entre le chef de projet et les key users. Mais donc, du coup, justement, si tu dis que la charge de travail pour le chef de projet, pour un projet ERP, c'est de 50 à 100% de son temps, est-ce que tu as des conseils sur la façon dont on pourrait l'amener en fait à se libérer du temps par rapport à son quotidien, puisqu'en règle générale, le chef de projet a aussi un métier à côté de cette mission. Il paraît que le chef de projet avait autre chose à faire avant. Si c'était le RAF ou l'informaticien, ils avaient forcément des tâches à réaliser. Eh bien, ça me permet de faire la transition sur le slide d'après. Comment on décharge le chef de projet et les key users de leur quotidien? Puisque faire les deux en parallèle, c'est une utopie, selon moi. J'ai jamais vu personne de faire ça. J'ai vu des chefs de projet ne pas prendre de vacances. Donc, ça peut vous donner un petit peu la charge de travail qui est attendue si vous essayez de faire les deux. Donc, je vous ai mis ici 4 pistes de décharge possible finalement du chef de projet. La première, c'est de recruter un chef de projet externe. Voilà, sur on va dire une durée temporaire. La difficulté de recruter quelqu'un d'externe qui arrive tout juste de l'entreprise au moment du projet, c'est qu'il n'a pas encore la connaissance métier et il n'a pas la connaissance des processus internes. Donc, idéalement, il faudrait le recruter sans doute un petit peu avant le projet ERP pour qu'il commence à s'imprégner des processus de l'entreprise. L'alternative, c'est de recruter un nouveau collaborateur qui va venir remplacer la personne sur son métier initial et ainsi le décharger sur la gestion de projet ERP.
idem à faire bien avant le projet ERP, parce que c'est pas, on ne recrute pas quelqu'un en plein projet ERP, quelqu'un qu'il faudrait former, on a autre chose à faire à ce moment-là. Une autre piste qui se développe beaucoup en ce moment, c'est l'alternance avec les écoles. Il y a différents profils, il y a même des profils ingénieurs aujourd'hui en alternance. J'en vois de plus en plus. Alors, ils ne vont pas être chefs de projet forcément, mais assistants chefs de projet. Et on peut aussi, du coup, les prendre pour remplacer la personne sur son métier initial. Typiquement, moi, j'avais vu une entreprise où c'était l'informaticien qui était chef de projet. Donc, cette personne ne pouvait plus assurer le support premier niveau auprès des utilisateurs, le support des serveurs et du réseau. Et donc, ils ont pris un alternant pour assurer ces fonctions informatiques. Et l'alternant était complètement dans sa discipline. Donc, il n'y avait aucun souci. Et le chef de projet a pu se consacrer exclusivement au projet ERP. Et honnêtement, si je peux me permettre, je pense que ça peut être une mission aussi assez attractive pour un alternant, de se dire qu'il va pouvoir participer à la mise en place d'un projet ERP qui est quand même un Oui, projet assez oui, structurant pour l'entreprise. Et du coup, ça lui fait une belle expérience aussi pour la suite. oui, c'est sur le CV, avoir fait un projet ERP, c'est un point, C'est vendeur. c'est ultra vendeur. Et par contre, c'est sûr qu'on ne peut pas leur laisser la gestion de projet en entier, mais Non, assistant ou deuxième chef de projet, exactement. il y a vraiment aucun souci. Et souvent, ce sont des postes qui sont à embauche possible, enfin, même probable. C'est-à-dire que si vous travaillez sur le projet ERP, on risque de vous garder après parce que c'est des personnes clés, même après le déploiement de l'ERP. Hmm. La quatrième façon de décharger le chef de projet de son quotidien, c'est avoir une AMOA externe, donc assistance à maîtrise d'ouvrage externe, qui permet une personne qui aura un regard critique, on va dire, un œil neutre, puisqu'il va être vraiment externe sur l'évolution des plannings, l'évolution des budgets. Mais ça ne déchargera jamais complètement la gestion quotidienne dans l'entreprise du chef de projet. Donc ça peut être des consultants extérieurs. Voilà, 4 façons. Il y en a sans doute d'autres et je serais ravi d'entendre vos recommandations à ce sujet. Alors, pour conclure sur ce facteur clé de succès qui est une bonne équipe projet, je vous ai listé ici les 5 processus, à mon avis, où toute l'entreprise, enfin toute l'équipe projet sûre, voire toute l'entreprise doit être mobilisée et sur le pont. Donc, il y a au moment du choix de l'ERP et le choix du prestataire. Il y a au moment des formations, voilà, on a aussi besoin de tout le monde. Au moment de la récupération des données, le démarrage, bon là, c'est inutile de vous dire que voilà, c'est quelques jours, ça peut être 3 à 5 jours. Le démarrage, il faut que tout le monde soit mobilisé. Et ce qui est un peu moins anticipé par les chefs d'entreprise des fois, c'est que même après le démarrage, eh ben, on a encore besoin de cette équipe projet et du chef de projet parce que les key users vont devenir finalement des référents pour leur processus. Et c'est vers eux que vont aller les salariés pour remonter leurs problèmes et leurs demandes de formation ou d'incompréhension. Donc les personnes restent des relais même après le démarrage du projet. Voilà pour ce premier facteur clé de succès. Il me reste à aborder le second facteur clé de succès, qui est pour moi d'avoir une bonne méthodologie de déploiement. Mais si vous le permettez, je vais même remonter un petit peu l'histoire et on va recommencer bien avant le choix, puisque je pense que plus les étapes sont bien réalisées en amont et plus on dérisque le projet. Donc, j'ai scindé vraiment les étapes en 2 grandes phases, qui sont les étapes pré-implantatoires et les étapes implantatoires. Donc, ce qui distingue l'un de l'autre, c'est la signature du contrat, on va dire, avec l'éditeur ou l'intégrateur. Qu'est-ce qu'on va retrouver en étape pré-implantatoire? Ça va être l'expression de besoin. Voilà, c'est le fameux cahier des charges, c'est se mettre tous ensemble autour de la table et écrire noir sur blanc ce qu'on aimerait et là où on aimerait aller. C'est la recherche de solutions. C'est faire un appel d'offres et soumettre son besoin à des prestataires qu'on a identifiés.
Quand les réponses des prestataires reviennent, c'est comparer leurs réponses sur différents plans, sur les plans techniques, sur les plans fonctionnels, sur les plans financiers, sur l'identité qui sont réellement ces prestataires, est-ce qu'ils ont une stabilité, etc. C'est évaluer lors de démonstrations, éventuellement de maquettage, évaluer ces prestataires. C'est choisir un prestataire, être tous d'accord à l'unanimité, dans l'idéal, et négocier. Ça fait déjà pas mal de tâches en amont. Et en aval, donc une fois que vous avez signé, je dirais que vous avez toujours en parallèle, bien sûr, la gestion de projet. Donc là, c'est des tâches plutôt qui sont réalisées par le prestataire, enfin qui sont menées en tout cas par le prestataire, qui commence par un audit des processus, qui va rédiger un cahier des spécifications fonctionnelles détaillées sur lequel vous allez devoir vous engager. C'est vraiment ce document qui va faire foi sur ce qui est attendu comme livrable. C'est dans ce document qu'on va retrouver notamment les spécifiques qui vont être décrits et évalués. À vous de faire un go ou un no-go sur les spécifiques à ce niveau-là. Je rappelle sur les spécifiques que plus on est une modeste PME, plus la PME est modeste et moins elle devrait faire de spécifiques puisque ça nécessite déjà des coûts de développement et surtout des coûts de maintenance et une certaine organisation pour vérifier que ces spécifiques continuent à bien évoluer dans le temps malgré les mises à jour de l'ERP. Donc, c'est vraiment pas forcément souhaitable. Et je dirais que voilà, si vos ressources internes sont limitées, il va falloir plutôt chercher à vous adapter à l'outil que l'inverse. On a bien sûr tout ce qui va être phasage et planning, donc en livrable de ces spécifications fonctionnelles détaillées. On va en plus donner un engagement, du coup, ça va être quelque chose d'engageant, un planning engageant et un budget engageant. Ensuite se déroule toute la mise en œuvre du paramétrage des différents modules et puis la reprise des données qui vont être réalisées conjointement par le prestataire et puis par l'entreprise, puisque c'est bien sûr, c'est vous qui maîtrisez vos données, vos anciennes données. Donc, il vous donnera un coup de main technique pour les intégrer, mais c'est vous qui devez les nettoyer et les préparer. Ensuite, on a les formations, puis recettes du produit complet, démarrage, et on a quelquefois des prestataires qui proposent des audits post-démarrage à 3 ou 6 mois pour voir si vous avez bien pris en main l'outil, quels sont encore les écarts par rapport à la feuille de route qui a été déterminée, éventuellement refaire des petits paramétrages, des petits développements s'il le faut. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait quand même beaucoup d'étapes très variées. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que plus on s'attarde sur l'amont du projet et plus on dérisque le projet. C'est pour ça que finalement, je vais passer les minutes qui nous restent à vous expliquer ce qu'on devrait trouver dans un cahier des charges, qui est la première étape, rappelez-vous, en préimplantatoire, et ce qui, selon moi, permet de dérisquer le 50% du projet, sachant qu'il y a 50% qui vont arriver en phase implantatoire et que ce sont les aléas de la vie des projets ERP et que, voilà, ils arriveront, ça sera à vous de les gérer. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans un cahier des charges? Eh bien, écoutez, on a un contexte général qui peut être fait avec la direction. L'idée, c'est de présenter qui vous êtes, l'entreprise, votre métier, vos produits, présenter aussi la stratégie de l'entreprise, notamment tout ce qui va être multisociété. Si aujourd'hui, vous êtes une entreprise monosociété et que vous avez des vues pour faire de la croissance externe et que vous allez devoir gérer en multisociété dans les 5 ou 10 ans à venir, il faut en parler parce que c'est rédhibitoire pour l'ERP. Si vous choisissez un ERP qui est monosociété et que vous décidez de faire de la croissance externe, va falloir changer d'outil. Donc, il y a comme ça des questions un peu stratégiques, les questions de langue, si vous avez des filiales à l'étranger, de multisociété, j'en ai parlé, de monnaie éventuellement. Donc, ça, c'est des choses assez stratégiques qu'il faut aborder dans le cahier des charges. La stratégie de votre système d'information, donc quel est l'environnement du futur ERP? Est-ce qu'il y a d'autres logiciels qui sont autour, avec quoi vous travaillez? Ça, c'est toujours intéressant à ce niveau-là. Et puis, on peut terminer par le volume des informations, donc qui permet de comprendre si vous êtes une entreprise qui a peu de clients, beaucoup de produits, beaucoup de commandes, mais des petites commandes. Donc, il y a différentes typologies comme ça
d'entreprise, c'est intéressant de les comprendre parce que derrière, ça implique des paramétrages qui peuvent être différents pour gagner en productivité administrative. Notamment ce qui peut être, par exemple, saisie de devis. Si vous faites 20 devis par jour, il va falloir des outils qui soient assez efficaces en termes de saisie. Donc ça, c'est la première grande partie. La deuxième, ça va être de balayer les différents modules que compose l'ERP, que je vous ai présenté tout à l'heure, et de décrire votre besoin. Donc, on va balayer les données techniques, la gestion à l'affaire, la CRM, le flux commercial, le flux d'achat, la production, la maintenance, etc. L'idée, ça va être de ne pas s'attarder sur des fonctions qui sont évidentes. Si vous dites on aimerait un ERP qui sorte des factures, je vous dirais que je ne connais pas d'ERP qui ne sorte pas de factures. Donc, il va falloir s'attarder plutôt sur des choses particulières, des choses précises, plutôt que sur des grandes généralités. S'il y a des modules que vous n'utilisez pas, inutile d'en parler. Si vous n'avez pas besoin d'un module GMAO, voilà, on zappe ce module. Voilà, tu veux dire quelque chose, Fleur? Non, mais je me disais à propos de ces modules, c'est que en fait, quand on écoute les commerciaux des éditeurs qui viennent un peu nous présenter leurs solutions, on a l'impression souvent qu'ils savent tout faire. Ce qui n'est pas évident, c'est de pouvoir les challenger pour pouvoir être sûr, en fait, justement, que la solution qu'ils proposent va bien réaliser ce qu'on fait, ce qu'on souhaite faire. Et voilà, je me demandais si tu avais des conseils pour pouvoir un peu les challenger. Oui, si vous demandez, c'est vrai que vous demandez à un commercial d'un éditeur ou d'un intégrateur s'il sait faire ou pas, la case du oui, elle est quand même très souvent cochée. Bon, je généralise, hein, c'est pas toujours comme ça, mais bon. Moi, ce que je fais, quand je décris une fonctionnalité, je ne mets pas juste les cases oui et non en face. Parce que je trouve que c'est un petit peu biaisé du coup. Je vais aller un petit peu plus loin dans l'analyse et leur demander de cocher et de me dire si c'est du paramétrage, si c'est du paramétrage simple, c'est-à-dire que le client peut faire, si c'est du paramétrage complexe que seul l'intégrateur ou l'éditeur peut faire, si c'est du développement spécifique, si c'est du standard outil, si c'est prévu dans la roadmap ou si c'est, en effet, on n'a pas cette fonctionnalité-là. Et ça permet vraiment d'évaluer comme ça la promesse commerciale, parce qu'en effet, un commercial peut dire oui, on l'a, mais c'est qu'en fait, on est en train de travailler sur cette fonction-là. On va l'avoir dans une future version, dans une version N+1, mais ce n'est pas celle que vous aurez tout de suite. Et ça, des fois, on a du mal à se rendre compte de ce qu'on aura vraiment quand il coche que des oui. Donc, n'hésitez pas à détailler un petit peu les colonnes de réponse. Dans le chapitre d'après, voilà, on a des informations plus techniques, mais qui sont très importantes. On va voir les questions d'interfaçage. Donc, c'est une question qui a été posée tout à l'heure. La question de l'interfaçage, il est important dans le cahier des charges de dire si vous voulez que votre ERP soit interfacé avec d'autres outils, avec une CRM, avec une WMS. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il va falloir parler des outils que vous voulez interfacer et des possibilités techniques d'interfaçage. Donc, auquel cas, il va falloir peut-être aller voir aussi les autres éditeurs de logiciels pour savoir comment peut se passer cette intégration. C'est dans ce chapitre qu'on va aussi parler des licences. Moi, ce que je conseille généralement, c'est de parler à la fois en utilisateur nommé et en utilisateur simultané. Ce n'est pas toujours évident. Utilisateur nommé, c'est Pierre, Paul, Jacques qui a besoin d'une licence de l'ERP. Simultané, c'est à l'instant T combien d'utilisateurs vont être connectés à la base de données de l'ERP. Pourquoi est-ce que je précise les deux? Parce que les éditeurs et les intégrateurs n'ont pas tous le même modèle économique pour vous faire un devis, pour vous faire un chiffrage. Il y a des éditeurs qui travaillent à l'utilisateur nommé, et c'est le cas notamment de tous ceux qui travaillent en offre cloud, en full SaaS, et il y en a d'autres qui travaillent en mode simultané. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on part quand on n'a pas d'idée, par exemple en simultané, ce n'est pas évident de dire à l'instant T combien on va en avoir, c'est qu'on part des nommés et qu'on calcule 70% qui peut nous donner la part simultanée. Dans les licences, il faut savoir qu'il y a aussi généralement deux types de licences. Il y a les licences, on va dire, bureau qui permettent d'accéder à tous les modules et tous les processus de l'ERP, et des licences ateliers logistiques qui vont servir uniquement à du pointage de temps
et à des mouvements logistiques, inventaire, réception, expédition. Donc, ces dernières sont généralement beaucoup moins élevées en termes de tarifs que les licences bureaux. Il faut préciser aussi les modes d'acquisition de licences que vous pressentez. Est-ce que vous préférez de l'achat ou de la location de licence? Idem pour l'hébergement. Est-ce que vous êtes plutôt hébergement local, hébergement distant? Ça, c'est des choses qu'on doit vraiment écrire dans le cahier des charges. Si vous n'avez pas d'idée, vous avez peut-être juste une préférence, donc dites que c'est une préférence. Les éditeurs, certains ont les deux modèles, par exemple, de modèles économiques, d'achat et de location, et puis vous pourrez comme ça comparer, faire des graphiques et voir quand est-ce que les courbes se croisent. Voilà, pour le reste, je passe parce que l'heure tourne quand même. Ouais, c'est vrai. On arrive au passage crucial de cahier des charges qui est la reprise des données. Il faut absolument parler de la reprise des données dans le cahier des charges. Pourquoi? Parce que l'éditeur ou l'intégrateur pourrait vous dire ce n'était pas écrit dans le cahier des charges. Et je dirais que de base, si on ne dit rien, on parle que des données statiques. Les données statiques, c'est quoi? On va parler des fiches articles, des fiches clients, des fiches fournisseurs, des données techniques en général. Ce sont les données statiques et je dirais que c'est presque évident qu'on va vouloir récupérer des choses. Bien sûr qu'il faudra nettoyer, ça sera votre travail, nettoyer en ligne et en colonne, comme j'explique, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des lignes à faire sauter, c'est-à-dire des clients et des fournisseurs avec qui on ne travaille plus, ou des articles qui ne sont plus produits. Et en colonne, il va falloir à un moment donné peut-être nettoyer, vous avez peut-être par exemple, je sais pas, le prénom et le nom dans une même cellule, il va falloir dans le futur RP que ce soit deux cellules différentes. Donc il y a du nettoyage à faire aussi dans les colonnes. Donc ça, c'est les données statiques. Les données dynamiques, ce n'est pas évident pour l'éditeur que vous souhaitiez les reprendre. Les données dynamiques, c'est tout ce qui est lié à des flux. Donc des flux ventes, des flux achats, des mouvements logistiques, par exemple, d'entrée et de sortie de stock. Là, il faut vraiment vous poser les bonnes questions. De quelle ancienneté vous avez besoin sur ces données-là? Est-ce que vous avez vraiment besoin de reprendre 10 ans de données, sachant que vous allez partir avec une base qui va être déjà alourdie? Il y a des moyens très simples. Par exemple, il y en a qui disent ouais, je vais reprendre toutes mes factures pour faire des super stats commerciales sur les années passées, comparer les années N-1, N-2, etc. Alors, à ce moment-là, il n'y a peut-être pas besoin de reprendre tout le détail des factures, mais peut-être juste uniquement les pieds de documents, ce qui permet déjà d'alléger la base. Donc honnêtement, il faut vraiment écrire ce que vous comptez faire sur les données dans le cahier des charges. Au moins, l'éditeur ne pourra pas dire que ce n'était pas exprimé. Dernier chapitre du cahier des charges, c'est le planning que vous estimez depuis l'envoi d'appel d'offres, donc qui constitue un premier jalon. Je vais prendre mon petit pointeur laser. Donc voilà, on est ici sur l'envoi d'appel d'offres. Moi, je conseille de laisser à minima 4 semaines le temps d'appel d'offres. Voilà, c'est ce qui est généralement constaté. Le temps de réponse. Le temps de répondre à toutes les lignes fonctionnelles de votre cahier des charges, surtout si vous l'avez détaillé comme j'ai pu le préciser dans cette présentation, et si vous avez toutes les colonnes paramétrables, etc., que je décris tout à l'heure, il faut bien 4 semaines pour y répondre. Après, vous avez toutes les démonstrations, jeux d'essai. Si vous voulez faire un jeu d'essai maquetté, ça va prendre du temps, constituer donc un jeu d'essai. Même sur le choix du prestataire et la négociation du contrat, il va encore se passer du temps entre la version 1 que vous avez reçue ici et la version que vous allez signer ici. Il peut y avoir 3, 4, 5 versions d'offres. Donc, il y a quand même pas mal d'allers-retours. J'ai souvent des petits détails à revoir. Et après, je vous ai donné un planning type. La question, c'est combien de temps ça dure un projet ERP de mise en œuvre? Ben, ce n'est pas évident, ça dépend aussi de la taille, du nombre de modules. Moi, ce que je constate en général, c'est que pour une petite société, on va être sur un projet plutôt 6 à 9 mois. Donc, à partir du jalon du démarrage, alors c'est le démarrage, on va dire, du projet, de la mise en œuvre. Et ici, c'est le démarrage opérationnel. On commence à utiliser l'outil en production. Donc, il y a des grosses questions, évidemment. L'allotissement peut rentrer en jeu aussi. Dans quel ordre on va faire? On peut faire plusieurs phases. Donc, ça peut être un planning première phase. Il peut y en avoir une autre l'année d'après. Attention, si on fait plusieurs phases, il va falloir remobiliser l'équipe après un projet qui a déjà été long et compliqué.
Donc voilà, 6 à 9 mois en tout pour des petites sociétés, et puis des un peu plus grosses, on peut être sur 12 à 18 mois. Voilà, le temps d'aller au démarrage. Voilà, j'ai terminé de vous présenter donc les deux facteurs clés de succès, donc à savoir l'équipe projet et une bonne méthodologie. On peut prendre quelques questions s'il y en a dans le chat. Ouais. On peut prendre effectivement quelques questions. Il est midi, donc on va rester ensemble encore, je pense, 5 minutes. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions vraiment spécifiques pour votre environnement, par rapport à votre environnement d'entreprise. Cédric est là pour répondre aux questions en direct. Et puis, de toute façon, évidemment, sinon, vous pouvez toujours faire appel à nous plus tard, si vous avez envie de démarrer un projet ERP. Comme vous avez pu le voir, en fait, il y a quand même un certain nombre de choses à anticiper et à gérer. Je pense que Cédric là, a été très clair sur ce sujet. Et notamment, on voit l'importance en fait, de bien rédiger son cahier des charges avec des questions parfois qu'on n'anticipe pas, notamment la question de la reprise des données. Donc, évidemment, nous, on reste à votre disposition pour vous accompagner sur ces sujets-là et puis pour faire en sorte que votre projet de développement ERP et puis développement d'autres solutions à la suite se déroule au mieux. Et voilà, donc nous, on reste évidemment à votre disposition. Merci à tous.